Désormais, toute l'opposition est derrière les barreaux. Nasser va pouvoir réaliser son grand projet. Il veut construire une Égypte moderne et laïque, qui prendra la tête du continent africain et du monde arabe. Pour soutenir le développement local et régional, il entend jouer des rivalités entre superpuissances. Pour Nasser, l'indépendance était une priorité. Nous nous disions que, comme les États-Unis n'étaient pas un pouvoir colonial, nous pouvions compter sur eux pour neutraliser les Britanniques. Aidez-nous et l'Égypte ne deviendra pas communiste. C'était ce que les États-Unis redoutaient. Les Américains ne nous ont pas donné les armes dont nous avions besoin pour défendre les frontières de l'Égypte. Nous étions une jeune révolution militaire et nous devions construire une armée forte. Notre première mission était de protéger nos frontières. Notre échec aurait été celui de toute la révolution. On a eu l'idée de passer un contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie. C'était un tournant, connu comme la fin du monopole des armes. Personne au Moyen-Orient n'aurait imaginé se procurer des armes ailleurs qu'en Occident. Nous étions dans la zone d'influence occidentale. À une époque où les luttes pour l'indépendance éclatent dans toute l'Afrique, les armes jouent un rôle déterminant. Nasser, en tant que père fondateur des mouvements panafricains et panarabes, s'engage à aider ces révolutions. La naissance du mouvement des non-alignés offre une alternative à l'hégémonie des deux superpuissances. Mais le dirigeant égyptien espère cependant que les États-Unis vont financer le projet de ses rêves, le barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan faisait rêver tous les Égyptiens. Il nous soudait dans la lutte pour construire notre avenir. Il allait rendre les terres cultivables, produire de l'électricité et permettre d'éviter les inondations. Tout à coup, les États-Unis ont annoncé que la situation économique en Égypte rendait impossible la réalisation d'un si grand projet. Ça a été un coup fatal pour Nasser et une humiliation pour l'Égypte. C'était une véritable gifle. Nasser leur a répondu en nationalisant le canal de Suez. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. C'est le refus américain qui pousse Nasser à prendre cet énorme risque puisque les troupes britanniques sont encore dans la zone du canal. Mais la nationalisation du canal de Suez est un symbole fort de l'indépendance à laquelle aspirent tant d'Égyptiens. Le continent tout entier retrouve soudainement sa dignité. Nasser devient aussitôt le héros du tiers-monde. L'homme qui défie les superpuissances est désormais acclamé comme le Zaïm, le chef. Avant d'être un symbole, le canal de Suez est une route commerciale essentielle pour l'économie mondiale. La réponse est donc immédiate. Israël, la Grande-Bretagne et la France attaquent conjointement l'Égypte. Nasser remporte son pari. L'agression tripartite est stoppée et les Britanniques doivent évacuer le pays, mettant fin à 74 ans de présence coloniale. Après le refus américain de soutenir son projet central de développement, Nasser sait que pour réaliser sa vision, il doit se tourner vers les soviétiques. Quand ils venaient à Moscou, bien sûr, c'était surtout pour demander qu'on leur livre plus d'armes. Ils venaient pour faire du shopping. Le 2 mai, l'événement du jour était un gala sportif. Et Khrouchtchev a invité Nasser à y assister.
Mais c'était un vendredi. Et Nasser lui a répondu que comme c'était vendredi, il était obligé d'aller à la grande mosquée de Moscou. Nasser est un fervent défenseur de la laïcité et il veut une version du socialisme taillée sur mesure pour répondre aux besoins de son pays. Il sait qu'en s'alliant avec les communistes, connus pour leur athéisme, il risque de s'attirer des problèmes en Égypte, avec les musulmans pratiquants. Il fait donc clairement comprendre à ses alliés soviétiques qu'il fixera ses propres règles du jeu. Nasser veut faire du pays une puissance industrielle. Il ne cesse de répéter « L'Égypte fabriquera tout, de l'aiguille à la fusée ». Avec l'Égypte sous son contrôle strict et le projet de développement socialiste qui porte ses fruits, Nasser est au sommet de son pouvoir et de sa gloire. Le Zaïm finance les mouvements de libération africains. Il pose les fondements de l'unité arabe et voyage dans le monde entier pour promouvoir sa vision du tiers-monde. Mais la tension monte le long de la frontière avec Israël. De façon inexplicable, Nasser décide de provoquer une confrontation. خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود. بنقول لهم أهلا وسهلا احنا مستعدين للحرب. Le 5 juin 1967, en moins d'une heure, l'aviation israélienne détruit les forces aériennes égyptiennes. Cette défaite phénoménale change la donne au Moyen-Orient et met un coup d'arrêt brutal au projet socialiste de Nasser. Tout à coup, Zakaria Mohiuddin, le vice-président, m'a appelé. Je suis au quartier général avec Nasser. Nous allons annoncer un cessez-le-feu immédiat. J'étais furieux. Un cessez-le-feu? Je n'ai annoncé que des victoires à la radio. Laissez-moi le temps de dire qu'on a des problèmes. C'était un choc pour tout le monde. On avait entretenu les espoirs et maintenant, on annonçait un cessez-le-feu. La radio annonçait le nombre d'avions qu'on avait abattus. Je croyais que notre armée était aux portes de Tel Aviv. Et voilà qu'après il disait que nos troupes se repliaient sur la deuxième ligne de défense. J'ai pensé que c'était un stratagème militaire. Mais ce jour-là, la radio s'est mise à diffuser des chants patriotiques poignants. Et j'ai eu le sentiment que le désastre était imminent. J'ignorais que le président allait démissionner. J'ai été étonné quand le matin il m'a appelé pour me dire « Tu dois donner des instructions pour qu'après mon discours, mon nom ne soit plus jamais mentionné. » C'est un ordre. Et il a raccroché. قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير فلقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا محي الدين بأن يتولى منصب رئيس الجمهورية. Des millions de personnes criaient « Ne démissionne pas !» Les organes de sécurité ne savaient pas quoi faire. Fallait-il empêcher les manifestations? La sécurité était déboussolée, complètement perdue. Une foule immense était rassemblée devant la maison de Nasser. Ils m'ont pris pour Zakaria Mohiuddin, le vice-président, parce qu'ils ont vu arriver une grosse voiture. On a vu Zakaria Mohiuddin.
On l'a attrapé et la foule criait « Zakaria, refuse, refuse, Nasser est notre chef ». Je suis sorti dans la foule. Il criait « C'est Zakaria, battez-le, tuez-le ». On m'a pris à la gorge et ça s'est mis à saigner. J'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Si j'étais tombé, il m'aurait piétiné. Nasser a répondu à la demande du peuple. Même si on a été content qu'il reste, le lien avec Nasser et son régime a été brisé. Nous étions en colère. Notre rêve avait été brisé. Même si on continuait à tenir à sa figure paternelle. C'est le seul pays de l'histoire moderne où une défaite massive, une défaite militaire, n'a pas anéanti la position de l'armée qui était phénoménale. Après que le président, qui était un officier de l'armée, a proposé de démissionner, des millions de gens ont manifesté pour demander qu'il reste en place. On n'a jamais vu une chose pareille.